Buonasera. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à cette rencontre qui concerne un thème central de ce meeting qui a été affronté pendant plusieurs rencontres et que l'on veut particulièrement approfondir ce soir. Et je remercie pour être avec nous Anna Maria Furlan, la secrétaire générale de la CISL, Domenico Arcuri, administrateur délégué de Invitalia, Stefano Barresi, le responsable de la division Banque des Territoires de Intesa San Paolo, et pour conclure, Vincenzo Boccia, le président de Confindustria. Il s'agit de la compagnie des artisans d'Italie. Cette rencontre part de la conviction profonde, de la conviction que le travail est partie essentielle de la dignité d'une personne. Nous vivons dans un monde de grandes transformations et nous savons très bien que cela concerne aussi l'occupation. Nous avons fait cet après-midi une rencontre sur l'industrie 2.0, sur la digitalisation, sur laquelle il y a différentes interprétations sur les conséquences de l'occupation. Il y a qui dit qu'il y aura au futur beaucoup d'occupation du travail. D'autres disent qu'il y aura peut-être un défaut économique. D'autres disent aussi qu'on va créer d'autres places de travail. Mais tout ce qui rend d'accord tout le monde, c'est que le temps des études, le temps de l'étude, c'est fini. Et il y a aussi après le temps du travail, mais c'est un continu s'entamer entre les études et le travail. Et ça demande à tout le monde, à la publique administration, à la politique, aux entreprises, aux syndicats, une nouvelle façon d'introduire ce thème. Parce que je pense que les nouvelles générations vont changer plus couramment l'endroit de travail plutôt que les anciennes générations. Il y aura plus de mobilité, un monde en transformation, pas seulement une crise à affronter, mais un changement à affronter. Donc, ça ne nous intéresse pas les ressources financières comme ressources financières. Ça nous intéresse que la personne puisse s'exprimer avec le travail, qu'elle puisse faire expérience et donner une valeur au bien de tout le monde, de faire expérience de soi-même, de connaître le monde et pouvoir travailler ensemble, parce que la partie relationnelle du travail, c'est une des expériences les plus importantes qui permet à la personne d'interagir. Et ça concerne les entreprises de créer innovation, activité, ça concerne les syndicats, leur support aux nouvelles formes de travail. Ça concerne aussi les politiques actives de travail. Ça concerne les instituts de crédit, leur activité d'investir. Ça concerne la publique administration, qu'elle aussi, elle investit et elle participe donc aux investissements. Ça concerne aussi les familles et leur modalité d'éduquer leurs fils. On a parlé de ça aussi au meeting. Si l'on fait une éducation protective, donc une éducation qui mène les jeunes à avoir de la responsabilité. Ça concerne donc la personne individuelle, la conscience qu'elle a devant les défis de la vie. Si elle se sent capable de se défier, ou si elle se sent vraiment immergée par des conditions difficiles. Nous avons parlé dans ce meeting du support du système scolastique, système d'école. On a consacré une journée entière à la formation de l'école et en partie à la formation universitaire. Dans cette rencontre, par contre, on va se firmer sur 4 thèmes: les entreprises, les syndicats, les investissements publics et les investissements privés. 4 éléments très importants dans un monde qui change. Et donc, je passe tout de suite le mot à Anna Maria Furlan, parce que traditionnellement, les syndicats, c'est cette institution qui s'occupe du travail dans sa dignité, dans sa capacité d'exprimer
en conditions différentes. Et donc, on est aussi curieux de le goûter. Merci. Tout d'abord, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation et donc pour cette très belle opportunité que vous offrez à mon syndicat de rencontrer tant de personnes, de jeunes gens, comme c'est d'ailleurs le cas pratiquement à chaque année ici au meeting. Depuis très peu de temps, nous avons conclu, pour être plus précis, fin mois de juin, un long parcours incluant le congrès de notre syndicat avec la participation de milliers de dirigeants et de cadres de tout territoire, de tout lieu de travail. Et nous avons intitulé notre congrès « Pour la personne et pour le travail ». En effet, aujourd'hui, d'après moi, il est vraiment indispensable, et non pas qu'en traitant des thèmes concernant le travail. Je disais, il est indispensable de retrouver dans notre pays, comme dans tout le pays, dans tous les pays occidentaux, notamment les pays, oui, les pays occidentaux, voilà, les nôtres, ce lien indissociable entre l'homme, la personne et son travail, parce que ces deux pôles naissent ensemble et font des parcours de progrès ensemble. Le travail est bien un élément déterminant dans la formation de la personne même, ainsi que dans la possibilité pour cette personne d'exprimer ses exigences en termes de relations. Le travail sans le rôle de la personne qu'il exerce et donc devient protagoniste sera complètement vidé de ce sens qu'est le bien commun de la démocratie, de la participation, que la personne uniquement peut produire et mettre en valeur pour la vie de tout le monde. Je pense que cette dimension, ce lien indissociable, a été durement mise à l'épreuve pendant toutes ces années, pendant les années de la crise qui a frappé le monde occidental, à savoir notre propre pays, et qui a frappé également d'autres pays, notamment leur croissance, leur développement, et qui a d'ailleurs eu un impact dans plusieurs parties du monde, notamment il a soumis de la guerre, des situations de pauvreté. Donc voilà que le fait de retrouver la dimension, le lien entre le travail et la personne comme élément fondateur et fondant pour une nouvelle communauté, je pense que c'est ça la façon la plus certaine et la plus importante pour définir un avenir de paix et de prospérité dans notre monde, de partage, d'élargissement de la base des droits de citoyenneté. En fait, nous pouvons faire beaucoup pour aller dans cette direction. Comme beaucoup d'autres thèmes importants pour la vie de la personne, le travail désormais a assumé un rôle très international parce qu'il interagit avec tous les sujets internationaux, tous les équilibres internationaux, et cela de manière importante. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour parler de travail, pour parler du sens du travail dans notre modèle social, dans notre modèle de communauté, dans notre modèle de démocratie, ne peut pas se passer de l'analyse de l'impact du facteur international ainsi que de la dimension internationale du travail. Voilà pourquoi nous, comme syndicat, dans les 3 dernières années, nous avons consacré une bonne partie de nos réflexions
concernant le travail sur le thème de l'Europe, notamment la Constitution, enfin de ce qui est pour nous un élément fondamental pour l'avenir des travailleurs, des travailleuses, mais si je puis dire ainsi, pour les citoyens et les citoyennes du monde. Je parle de la Constitution des États-Unis d'Europe. Aujourd'hui, la dimension internationale du travail, les rapports internationaux sur le thème du travail, la logique internationale et voilà, sont des réalités. Voilà pourquoi il faut les États-Unis d'Europe pour parler de travail. Moi, je pense qu'il faut des États-Unis d'Europe. Il faut que l'Europe joue un rôle important, non pas qu'uniquement pour ce qui est de la compétitivité des droits du travail, mais également pour ce qui a trait à la paix, sur la possibilité pour l'Europe de revenir, de redevenir un pivot des relations internationales comme élément capable de construire l'Europe. Mais dans une Europe qui a beaucoup de clôtures, beaucoup d'obstacles, où les nationalismes sont en train de se renforcer, ce n'est pas l'Europe qui peut affronter le travail comme étant le premier droit de citoyenneté, comme élément constitutif d'une communauté. Parler, raisonner de États-Unis, d'Europe revient à affronter des thèmes très, très importants qui concernent le travail, qui ont trait à la compétitivité et la qualité. Je pense par exemple au droit au travail, je pense également au système de bien-être en Europe, je pense à un système de sécurité en Europe, je pense également à une négociation qui, au niveau européen, doit avoir certaines caractéristiques spécifiques. Dans ce sens-là, beaucoup de nations peuvent faire beaucoup et beaucoup d'organisations syndicales peuvent jouer un rôle en Europe au vu des processus internationaux du travail. Je pense par exemple en multinationales, du moins aux multinationales européennes. Le fait de ne pas avoir un terme de comparaison quand on parle de négociation dans ce contexte, eh bien, empêchera de jouer un rôle de anti-dumping social qui fait rage dans notre Europe. Le nationalisme, la clôture, les barrières, voilà, ce n'est pas que des ennemis des processus de participation, de rôle fort de citoyens, de la citoyenne, mais ils sont également les ennemis des processus de démocratie en passant par le travail qui, dans sa dimension internationale, voire européenne, doit être un élément fort contre la concurrence méchante, notamment le dumping, qui souvent est parent étroit, aussi par exemple au niveau fiscal et social. Voilà donc la dimension européenne est au centre de la première réflexion que les sujets représentants du monde du travail, en commençant par les syndicats, doivent se poser. Et puis bien sûr le thème de l'innovation. Je sais très bien que nombre de ces sujets-là ont été au centre des débats spécifiques tout au long du meeting ce jour. En Italie, le thème de l'innovation, comme souvent c'est le cas, est affronté, disons, plutôt en termes de soutenir une position plutôt qu'une autre, et plutôt qu'une réflexion tout court. C'est une réflexion qui est indispensable parce qu'en fait, même sur le chiquier international, un pays peut jouer un rôle si le travail est traité d'une certaine façon. Et nous, avec plusieurs années de retard par rapport à d'autres pays européens, nous mettons actuellement sur les projets d'industrie 4.0 que le ministre Calenda défini dans ces termes-là, eh bien, je disais que je pense que cette réflexion doit se consacrer réellement au travail
travail 4.0. L'innovation est indispensable pour avoir une compétitivité qui va sur la qualité, non pas sur la négociation des contrats. Mais nous devons tout d'abord nous poser la question comment la transformation du travail peut devenir un élément inclusif du travail et non pas un élément ultérieur de désordre qui crée encore et encore des exclus. La formation, la mise à jour des compétences du travailleur et de la travailleuse devient donc un thème essentiel pour inclure dans le discours sur le travail. Je disais, l'innovation ne doit encore pas générer un nouveau chômage, du chômage ultérieur, mais il faut que ce soit une occasion de croissance ultérieure pour tout un chacun. Ce qui revient à mettre au centre de la négociation et en particulier d'une nouvelle façon de négocier, la possibilité d'avoir des connaissances, incluant le droit à la formation que chaque travailleur et chaque travailleuse doit avoir. En même temps, il faut également créer des éléments authentiques d'un dialogue vrai, d'une osmose incessante entre formation et travail qui diffère totalement de ce que notre pays a connu jusqu'à aujourd'hui. Nous avons une grande opportunité. D'autres pays européens avec l'alternance formation et travail ont pratiquement réduit à zéro le chômage des jeunes. On ne peut pas imaginer qu'on puisse tout simplement le transférer dans notre pays, dans les classes de nos écoles. Là aussi, c'est l'Italie qui doit jouer un rôle, c'est la communauté qui doit intervenir, les institutions en premier lieu, mais aussi les partis sociaux. Les partenaires sociaux peuvent jouer un rôle. Je pense par exemple aussi aux fonds professionnels disponibles pour tout ce qui est alternance école-travail. Je pense par exemple aussi au dialogue différent entre les autorités territoriales, les autorités de l'école, les entreprises, où effectivement un dialogue dans deux sens peut jouer un rôle très important. Un nouveau modèle de négociation pour relancer l'importance fondamentale des connaissances pour ceux qui cherchent un travail ou pour qui déjà travaillent, mais qui relance aussi le thème de la productivité. Voilà encore une question sur laquelle nous entendons beaucoup parler. Moi, je pense qu'il est indispensable que notre pays et nos entreprises récupèrent des points de pourcentage de productivité. Ce qu'il faut comprendre, c'est de savoir ce qu'on entend par point de pourcentage de productivité. Pour certains aspects, la productivité peut avoir un impact important tant pour l'entreprise que pour le territoire environnant, mais il y a aussi tout un aspect de récupération de la productivité pour le pays qui est absolument indispensable. Voilà donc un pays qui, dans le sud de l'Italie, a encore un système de transport ferroviaire un peu plus que moyenâgeux, bien sûr qu'il est exclu de toute dynamique compétitive. Un pays où la justice, le thème de la justice est remis en question sans cesse et on parle toujours et on pense à la justice uniquement pour parler de mafia et de ndrangheta. Ça veut dire qu'il a des difficultés à exploiter le travail et la productivité de la bonne façon. Voilà donc que des investissements publics et privés sur les grandes infrastructures, tout particulièrement. Je pense aussi à la bande large, je pense également à la légalité. Voilà, c'est un pays qui, en se concentrant sur cela, facilite l'accès au travail, la productivité des entreprises. Et donc, voilà, en cela faisant, en Europe, peut se présenter avec des compétences additionnelles par rapport à ce qu'elle ne possède aujourd'hui.
Et puis encore le thème du travail qui unit les générations. Voilà, je chercherai à être la plus synthétique possible. Mais voilà, je pense que ça, c'est un point fondamental et je voudrais le souligner aujourd'hui ici. Ce qui a rendu notre pays grand, c'est un pacte générationnel très fort. Il n'est pas possible de voir que le thème du travail, le thème de la transformation du travail, du droit au travail soit au contraire considéré avec des termes de spéculation pour mettre une génération contre l'autre. Voilà un exemple pratique de cela. Nous avons fait un accord très important avec le gouvernement sur la prévidence sociale. Aujourd'hui, nous sommes déjà à la deuxième partie, c'est-à-dire comment est-ce que nous la gérons pour les jeunes, comment est-ce que nous la poursuivons avec toute une attention tout à fait particulière et comment ceci peut évoluer aussi au fil des années. Nous mettons également en jeu non pas le thème de l'attente de vie, mais finalement on demande qu'on puisse revoir en partant d'une hypothèse de base, c'est-à-dire que les travailleurs sont différents entre eux. Ils ne sont pas tous pareils. Un élément de la sorte, en particulier pour les jeunes, où le fait il y a d'un côté l'attente de vie et de l'autre les contributions à la sécurité sociale. Penser que cela garantit un avenir de pensionnés pauvres, eh bien cela est utilisé comme un élément pour opposer les générations. Moi, je pense que l'Italie n'a pas besoin du tout de cette opposition, cette envie continuelle de conflit, d'opposition entre les générations qui, souvent dans le débat politique et journalistique, met des grands titres, fait la une à la télé aussi, eh bien, est complètement dépourvu de fondement, ne correspond pas du tout à la réalité de l'Italie. L'Italie, en effet, a vécu certes des moments dramatiques, mais voilà, et il a pu faire grâce à un amortisseur social, c'est-à-dire la famille, au sein de laquelle le thème de la solidarité entre les générations est fondamental, le travail qui unit. Et c'est ça, c'est dans ces messages-là qu'on retrouve le travail qui unit. Et je pense que comme représentante du travail, notre message, c'est bien ça. Et donc, on doit changer. Nous n'avons pas besoin de, qu'on entend toujours parler de ces déchirements. Il y a un thème très très chaud en Italie en ce moment, notamment l'emploi des jeunes. Voilà, donc que cela signifie donner des espoirs, de l'espoir à notre pays qui a besoin de beaucoup de réponses. Donc voilà, la sécurité sociale, certes, mais il faut également assurer une symbiose très forte entre le monde de la formation, les parcours de formation, les parcours de l'école et l'entreprise. Voilà un deuxième élément très important. Et finalement, il faut des politiques véritables pour soutenir les familles. Voilà ce qui est également important, c'est ce que je pense. Et en même temps, à travers les investissements dans les infrastructures, il faut donc construire un pays qui systématiquement peut devenir compétitif au niveau de la qualité. Donc voilà, afin de mettre au centre de tout le travail et la personne, il faut de la cohérence, il faut un fil logique
qui voilà, met les priorités là où elles sont. Et si on met au centre le travail et la personne, moi je pense qu'on peut créer un pays plus uni, qui peut avoir plus d'autorité, plus de responsabilité lorsqu'il s'agit de faire progresser le rêve européen en créant des conditions d'avenir pour tout un chacun. Pour ceux qui naissent en Italie et qui, hélas, ne sont pas encore considérés comme des citoyens italiens, des citoyennes italiennes, même s'ils ou elles naissent en Italie, un avenir pour nos jeunes et un avenir et dignité pour ceux qui sont jeunes ou moins jeunes ou âgés en Italie. Merci. Grazie. Merci beaucoup à Anna Maria Furlan. Elle a parlé de système pays et ça implique aussi même la publique administration de laquelle Invitalia est une expression parce qu'en étant l'Agence nationale pour l'attraction et les investissements et le développement, propriété de l'économie, elle gère tous les investissements nationaux pour gérer la gestion de nouvelles entreprises. La publique d'administration a été accusée toujours d'être lente, mais elle réussit à donner une contribution à la croissance des entreprises en créant de l'occupation et pas seulement en créant quelques startups qui parfois risquent de ne pas marcher parfois. Merci beaucoup. Je remercie à cette question. À la fin d'une intervention, j'espère brève, je vais commencer en lisant une phrase que j'ai marquée après avoir reçu votre invitation. Les défauts les plus évidents d'une société économique dans laquelle on vit, ce sont l'incapacité de prévoir une occupation pleine et la distribution arbitraire et unique des ressources. L'auteur de cette phrase s'appelle George Maynard Keynes. Cette phrase a été écrite dans la théorie générale que Keynes a publiée en 1936, c'est-à-dire il y a 81 ans. Le thème dont on débat, on peut dire qu'il a 81 ans de carrière de plusieurs débats. En ce jour-là, j'entends avec un intérêt, disons en diminuant, je me trouve devant deux avis, ceux qui disent que la crise est, disons, derrière nous et ceux qui disent que la crise est devant nous encore sur notre chemin. Moi, pour ceux que je compte, pour ceux qui peuvent intéresser à ceux qui nous écoutent, je pense que la réponse de ce débat, c'est dans les indicateurs économiques, parce qu'ils nous disent qu'on est encore loin du rattrapage de la dimension productive que notre pays avait au début de la crise ou au début de ce siècle, mais surtout, ce débat n'est pas de grand intérêt parce que j'ai résolu ma réflexion autour de cela en lisant une phrase de Federico Caffé qui disait que la croissance sans de nouvelles occupations est en fait privée de toute importance. Donc, j'offre à une vision latérale à la croissance, à la reprise, à la crise qui est encore en cours, en disant que nous, de toute manière, dans cette partie de siècle, donc dans laquelle objectivement notre pays est en train de grandir, on n'est pas grandi assez pour créer l'occupation raisonnablement parlant importante. Donc si on donne confiance à Café, mais moi je ne lui fais pas confiance, la croissance qu'on a fait pendant ces années, la croissance n'a pas été en fait important de manière économique et n'a pas produit le travail dont on nous attendait. Pourquoi il s'est passé cela et qu'est-ce qu'il faut faire pour que à la croissance qu'on vise tout le monde s'ajoutent des taux acceptables pour une nouvelle occupation.
À mon avis, pour une fois, il faudrait faire un effort que c'est celui de perdre l'une des caractéristiques que je trouve que dans notre pays est présent entre tous les autres. Notre pays est souvent un pays sans mémoire. C'est-à-dire que souvent, il oublie ce qui s'est passé hier, par exemple, et il se propose demain pour les parcours et les approches qui ne prennent pas en considération une variante qui, on peut dire, qui distingue les hommes, c'est-à-dire la conscience, la compétence et, si l'on veut, la mémoire. Je pense qu'en Italie, et pas seulement en Italie, à partir de ce siècle, il se sont passées des choses que je ne commence même pas à lister, parce que tout le monde connaît ça par cœur, et ces choses-là, je veux les simplifier comme ça. Nous avons contribué à créer un monde que quelqu'un disait qui allait à partir de l'alpha de l'argent à l'alpha de la misère. Nos systèmes publics et sociaux n'ont pas réussi pendant cette partie de siècle à corriger ces parties qui n'étaient pas égales. Je ne vous dis pas pourquoi, juste en vous disant, je vous dis juste qu'il y a une chose claire et que je laisse comme contribution pour ceux qui n'ont pas envie de perdre la mémoire, en disant que la crise dans laquelle le monde et même l'Italie sont obligés à vivre est fille d'un croisement pervers de deux grandes variables, c'est-à-dire le marketing qui a créé une infinité de faux besoins et la finance pas italienne, la finance qui a créé une géante montagne de dettes qui servait à satisfaire des besoins faux. Ceci a produit un monde qui n'est pas égal, parce que on peut connaître les caractéristiques pour lesquelles on peut récupérer la mémoire nécessaire pour éviter que ceci se répète et pour que on puisse rendre cette croissance une croissance qui produise des facteurs importants pour qu'on grandisse. Je crois que cet effort va tout au long de 5 trajectoires et cet effort prévoit d'avoir soin d'au moins de 4 variables. Les trajectoires sont: on devrait commencer à réaliser des modèles pluriels en abandonnant des modèles singuliers. Notre pays, pendant ces 10 ans, très souvent s'est occupé des individus. Bien rarement s'est occupé des communautés, notre pays. Je dis, pour communauté, je dis des individus supérieurs à une personne qui inclut la dimension de la pluralité, donc. La personne qui introduisait, Bernard Scholz, disait que l'État ne doit pas créer que des startups en faisant confiance à des individus qui pensent inventer, mais ils doivent inventer une condition stable en faisant confiance à une pluralité d'individus. Mais je suis d'accord que créer des startups dans un pays qui est assez bas dans les classements du développement ne suffit pas. On devrait penser au pluriel et arrêter de penser forcément au singulier. La deuxième variante, c'est qu'on a, à mon avis, le droit de s'occuper de criticité de nos citoyens, qu'on a le courage d'appeler avec les mots qu'il faut dire, qu'ils sont des pauvres personnes. Ils ne sont pas riches. En Italie, le paradigme de la pauvreté a été pour beaucoup de temps, pour longtemps, tu. Parce qu'en Italie, il y a beaucoup de millions de personnes qui sont proches à la seuil de la pauvreté, sinon sous le seuil de la pauvreté. Et en Italie, il y a des écarts
très, très évident dans les statistiques qu'on connaît, surtout dans celles qui nous expliquent quelles sont les ressources des citoyens dans les territoires dont notre pays se compose. Troisième question, et elle concerne pleinement les ouvriers publics. Et moi, pour ce que je peux dans notre système, j'essaie de l'appliquer tous les jours. On devrait arrêter de projeter des offres de développement. Et on devrait s'occuper d'avoir soin de qui demande de la croissance. Les entreprises italiennes qui sont extraordinaires, le président de la Confindustria le dira peut-être mieux que moi, les entreprises italiennes demandent de la croissance, demandent le soutien des investissements. Et cette partie du monde doit leur donner ça. Et arrêter de projeter, comme il a fait pour longtemps, des trajectoires pour le développement que je voudrais définir peut-être oniriques. Quatrième trajectoire, on devrait faire l'effort de simplifier et non pas compliquer le rapport entre citoyens et pouvoir. On mène derrière nous une génération, derrière notre génération, une stratification insupportable, labyrinthique, on va dire, des formes qui ont assumé l'administration publique en ces pays, qui n'apparaissent en aucun lieu du monde et qui ne va pas avec le parcours de développement et de construction, mais très souvent va contre, au moins pour se donner aux raisons d'exister. Dans cette quatrième trajectoire, on devrait tous travailler, chacun pour ce qu'il peut faire. On doit travailler pour simplifier et non pas compliquer le rapport entre citoyens et pouvoir. Des gens qui sont plus cultivés que moi, peut-être, expliquent combien de points valent la simplification de l'administration publique. Et un jour, je voudrais leur donner raison, pas parce que je ne le pense pas, mais juste parce que les points des PIM, on les a vraiment obtenus. On devrait, pour la cinquième trajectoire, de partir pour une fois du sud de notre pays et non pas du nord comme on fait d'habitude pour notre pays. L'Italie, c'est le seul pays qu'on connaît dans lequel un troisième des citoyens produit un quart du PIM. Écoutez, c'est vraiment terrifiant la relation entre ces deux relations, la relation entre ces deux rapports. 20 millions de personnes qui ne sont pas une province basque, une région des Pays-Bas, ou bien le Galès qui devient le principal producteur d'extérieur qui arrête de faire lève fiscale. Mais il y a 20 millions de personnes, donc, c'est-à-dire un troisième de nos citoyens, qui produisent un quart du PIM. Je pense qu'on devrait en avoir soin. Pour faire quoi? Pour faire 4 propositions, et c'est là que je conclus. La proposition que j'ai dit avant, il faudrait qu'on s'occupe de la demande de la croissance. Il faut que l'ouvrier public accompagne les entreprises qui investissent et qui génèrent directement ou indirectement de l'occupation des ressources et de la croissance, avec un peu de présomption, avec un peu de fierté. Je veux dire que l'Italie a donné 7 milliards d'euros d'incentivation aux entreprises, d'encouragement aux entreprises. Je vous donne 2 nombres. Aujourd'hui, l'indicateur d'approbation des propositions d'investissement, les 32%, donc on approuve une proposition d'investissement sur 3 pour qui a envie et le temps
un peu de temps à perdre, il devrait aller et s'étudier ce qui s'est passé il y a 10 ans et ce qu'on a utilisé pour les citoyens de façon maladroite. Et deuxième, un projet d'investissement concerne 90 jours, pas plus et pas moins de ce qui se passe dans le monde civilisé. La deuxième trajectoire, le docteur Furlan l'a déjà dit, on devrait essayer de rattraper les infrastructures matérielles et pas matérielles qui sont dans notre pays. Désolé pour pendant les 10 ans derrière. J'ai fait un exemple. Je suis né dans une province vraiment au sud de notre continent. Et quand j'étais un enfant, je ne vous dis pas combien il y a longtemps, pour aller de Rome à Reggio Calabria par train, il fallait 5 heures. C'était vraiment le même temps pour aller de Rome à Milan. Aujourd'hui, pour aller de Rome à Milan, heureusement, il faut 2h20. Pour aller de Rome à Reggio Calabria, il faut 5h30, une demi-heure de plus d'il y a 10 ans. Je me demande comment le Sud fait pour créer de l'occupation bonne. Troisième et avant-dernière proposition, on devrait arrêter de s'autodéfinir un beau pays. Parce que nous étions un beau pays en 1970, parce que c'était le pays qui attirait le plus de touristes dans le monde. Aujourd'hui, on est 6e, donc il y a au moins 5 pays qui sont plus beaux que nous, selon les classements. Vous tous, vous savez que ce n'est pas vrai. Mais l'Italie, c'est un pays qui a la plus haute concentration des sites UNESCO au monde. Le pays avec ce pourcentage ne peut pas être 6e dans le classement entre les pays qui sont capables d'attirer les touristes étrangers. Peut-être si on s'occupe encore plus d'intégrer le tourisme dans la culture, comme on fait depuis presque 3 ans. Écoutez, le tourisme et la culture produisent du PIB. Ils ne produisent pas que des voyages, ils produisent une économie nouvelle. Je vous donne la quatrième nouvelle proposition. J'ai déjà assez abusé de votre temps. Je pense et je conclus que mon père, un travail, il devait se le trouver. Moi, un travail, je devais le chercher. Parce que, et déjà là, c'est déjà un peu plus compliqué que trouver. Je suis presque sûr que mes fils, un travail, ne devront pas le chercher, ne devront pas le trouver, mais ils devront l'inventer. Si nous, public, nous n'inventons pas, nous accompagnons pas, nous ne comprenons pas ce paradigme et on continue à penser que les travaux se trouvent juste parce que quelqu'un nous les donne, ou sinon on les cherche juste parce qu'ils existent, je pense que le professeur Café donc va continuer à avoir raison. Merci beaucoup. Grazie e passiamo dall'investimento a... Bien, je dirais de passer à l'investissement privé maintenant. Direi di sì. Direi di sì, le banche lo fanno per mestiere. Bah, oui, les banques investissent, c'est leur métier. Elles doivent progresser. Le monde est en train de changer de façon significative. Presentato molto bene, si parla molto di innovazione. Parle beaucoup d'innovation. Je réfléchis ces jours-ci sur l'innovation, sur le fait que, ou alors sur combien le monde a changé pendant ces 7 dernières années. La crise, depuis 2007-2008 à aujourd'hui,
a causé beaucoup de problèmes, mais également une contribution technologique très grande. Quelques chiffres. Et puis bon, il faut quand même encore regarder au-delà de notre pays. Spesso non vengono determinate qui da noi, ma Voilà, il y a aussi d'autres domaines qui sont intéressés par tout cela. Je disais qu'une voilà, des situations que j'ai remarquées, que je voudrais partager avec vous, c'est ce qui s'est passé depuis entre 2000 et 2016 sur les 10 premières entreprises au monde. Juste pour donner une idée de ce qui se passe actuellement. De l'an 2000, les 10 premières entreprises du monde, mais alors hélas, aucune entreprise italienne dans cette liste. Il n'y avait pas des entreprises du secteur technologique et, laissez-moi le dire, de tout ce qui est données sociales 4.0 finalement. Il y avait très peu de banques, assurances, 2 uniquement, et voilà, la majorité, c'était des entreprises de ce qu'on appelle RLT virtuelles, donc pétrole, avec une capitalisation d'environ 3 000 milliards d'euros, avec plus de 2 millions de personnes, d'employés, et avec un profit de 2 millions d'euros. Après ces années, la capitalisation des 10 premières entreprises, bon, tout d'abord, il faut dire qu'il y en a 2 finalement qui sont encore dans cette liste. Les autres, c'est plutôt des entreprises qui font une partie, qui sont impliquées dans cette révolution technologique, qui font du digital, par exemple, qui font de l'informatique, qui produisent ces instruments-là. Eh bien, leur capitalisation est de 50% de plus, donc à peu près 4,5 millions de milliards, 4 500 milliards, avec un profit considérable qui a augmenté avec 40%, avec uniquement 40% des employés qui avaient 16 ans avant. Alors, réfléchissons. L'innovation technologique aujourd'hui ne tient pas compte de la personne. L'innovation technologique aujourd'hui ne tient pas compte de la personne. L'élément central, de plus en plus, c'est le profit, c'est la création de richesses. Les 8 personnes les plus riches au monde, voilà, se retrouvent d'ailleurs dans la liste des 10 premières entreprises que je viens de citer. Vous savez de quoi je parle. Produisent une richesse de 3,5 milliards de personnes les plus pauvres de notre planète. Voilà l'idée d'innovation. Voilà ce qui se passe au niveau de l'innovation. L'Italie, qui par définition est un pays d'innovation, Vincenzo Boccia, président du patronat italien, est là pour confirmer. Voilà, lui, il chapeaute les entrepreneurs qui fait de l'innovation, d'un point de vue de l'industrie, d'un point de vue donc de ce qu'on produise, hein, de la manufacture. Le terme est très beau et qui fait de ça une clé de son développement. Aujourd'hui, on perd cet aspect-là, le fait de conjuguer la personne et l'emploi, un thème dont j'ai entendu parler et que Mme Furlan a également repris. Donc voilà, ce n'est pas une question de dire, voilà, j'innove, point final, je prends position pour ou contre. Non, ce qu'il faut faire, c'est mettre au centre de toute façon la personne. Nous perdons actuellement le concept de la centralité de la personne. Finalement, ce qui compte, c'est que la personne soit au centre. Le profit, c'est un instrument. Le but, la finalité, c'est la personne. C'est ça le concept clé qui doit s'appliquer à tout et à tous. Voilà un concept qui fait partie de toute entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur, d'un manager, tout entrepreneur. Et je dois dire que dans le cadre de mon activité, j'ai la chance d'en voir plusieurs des entrepreneurs que pour moi sont des héros carrément, parce que ce sont des personnes qui en 2008, et je ne dis pas de qui il s'agit, mais je pourrais le faire, ont perdu 40-50% de leur chiffre d'affaires. Le président le sait très bien.
Donc voilà, et avec leurs personnes ont réduire leur salaire et à terme, ils ont multiplié par 3 leur profit. Donc ils étaient déjà finalement 4.0 pour utiliser un terme qui est à la mode. Voilà ce qui doit me voir, qui doit pousser tout manager, tout cadre, tout entrepreneur, parce que sinon alors notre monde se concentrerait de toute façon sur les 3-4 personnes qui, sans réglementation, font ce qu'ils veulent et gouvernent, parce que de toute façon, ce monde digital n'a pas de réglementation sur laquelle s'appuyer. Et cela, inévitablement, si nous perdons de vue cet aspect, notamment le rôle central de la personne, nous allons détruire l'emploi, les postes, les emplois dans un pays qui, dans les pays comme les nôtres aussi. Comme banque, qu'est-ce que nous faisons? Quelle est notre expérience, nous, disons, ceux qui nous financent au niveau privé? Le fait de voir positivement l'engagement et les résultats que les entrepreneurs à chaque jour consacrent pour mettre ensemble les éléments dont je viens de parler. Un des investissements les plus importants que nous avons fait comme banque, et le président Batch, parce que c'est avec lui que je partageais avant l'été, les critères à utiliser pour évaluer, pour mesurer les entreprises. Un des éléments clés, c'est l'innovation, mais conjuguée avec une valeur qui va de pair, et M. Boccia le sait très bien, notamment la formation. La formation et l'innovation vont de pair. C'est les deux faces de la même pièce. Et c'est ce que nous faisons comme sujet banque. C'est un élément qui nous amène à octroyer l'année passée, par exemple, 48 milliards pour les investissements aux entreprises, 25 milliards dans les 6 premiers mois de cette année. Nous avons déjà en piste, nous avons déjà préparé, nous avons déjà considéré plus de 7000 demandes d'investissement, ce qui démontre que l'entrepreneuriat italien est très vif. Voilà. Tout est bien, donc je ne dirais pas ça, mais certes, c'est ça le chemin. Donc voilà l'engagement des banques vis-à-vis de l'économie réelle. Mais c'est finalement aussi un engagement qui vient de l'intérieur. C'est-à-dire que s'il y a un domaine qui est fortement touché de la révolution digitale et technologique, c'est bien le monde des banques. Aujourd'hui, les paiements et d'ailleurs, voilà, on l'a déjà vu les semaines passées. Facebook est devenu une banque. PayPal aussi joue un rôle de banque. Amazon aussi. Pas de réglementation dans ces cas-là. Je le dis bien, c'est pas réglementé tout ça. Mais comme dans notre rôle de banque, nous avons cherché à conjuguer la technologie, le digital avec l'emploi. Dans les 3 dernières années, nous avons intégré tous les canaux de la banque. C'est pas que nous ayons créé une banque en ligne sans les personnes qui, ça va sans dire, ça aurait été un parcours beaucoup moins coûteux, plus facile. Nous avons investi considérablement pour faire en sorte que la technologie puisse être à la disposition des personnes au cœur de la banque, donc pour les collègues et pour les clients qui sont à l'extérieur de la banque. Cela nous a permis de garder l'emploi, par exemple, de garder l'emploi au sein de São Paulo. Et d'ailleurs, nous avons même recruté 1000 personnes, 3000 personnes. Et nous avons le fait de conjuguer la technologie et l'emploi, voilà un des éléments qui nous a permis de gérer de façon active les collègues qui maintenant font partie de notre champ d'action. Je pense que cela est bien un aspect important pour considérer les personnes et l'emploi, parce que sinon, si les tendances qui s'ébauchent ne sont pas gérées de la sorte, on va se perdre. Donc, avant de permettre certains avantages, voire des accès facilités à de nouveaux secteurs, et il faut faire bien attention parce que sinon le système devient ingouvernable et l'emploi ne pourra pas être favorisé. Voilà ce qu'il faut faire, chercher à soutenir
bien entendu, l'emploi et l'entrepreneuriat, mais en même temps chercher également à garder le pas avec notre rôle intrinsèque qui est bien celle d'une banque commerciale. Merci. Il est évident que la création des places de travail concerne tout d'abord les entreprises. On a fait beaucoup d'observations en concernant cette capacité des entreprises de créer du travail. Vous avez toujours mis au thème, vous, le comment faire des actions, parce que les conditions pour rendre compétitif le système d'entrepreneurs italien. Je vous remercie pour l'invitation. Il faut que je dise le fil rouge qui est un peu le rappel, qui est un peu aussi le titre de ce jour de meeting dont je suis reconnaissant de l'invitation, c'est ce lien d'une grande cohérence d'identité culturelle. On devrait faire l'effort tous ensemble parce qu'il y a des artères, des corps moyens, parce qu'il faut qu'on réalise une partie de parcours commun. Travail comme projet de vie. Je vois ça dans le travail de Barese et de Furlan. Et il y a aussi la nécessité de donner de la valeur au travail dans une société où tout peut paraître simple et que soudain semble aussi oublier les simplicités, les criticités aussi, à partir de la dette publique qu'on a. Et on voit que peut-être si on nous envoie la dette à la maison, on a tout résolu. Donc donner du travail, ça assume l'idée de la société pour le présent et le futur. Une société post-idéologique, une société où le travail est part de la vie des citoyens et pas que le travail est une chose différente de la formation ou vice-versa. C'était très beau d'écouter Anna Maria Furlan qui rappelait la formation à l'intérieur des entreprises et pas à l'extérieur des entreprises. Parce qu'on a vécu une phase historique où parler de formation à l'intérieur des entreprises semblait un élément négatif. Et ça nous rappelle à ramener à l'attention la dignité d'un pays, le lien famille-fils et entreprise future, avec une nécessité qui est même interne aux entreprises italiennes, qui doivent faire un saut de qualité de manière culturelle. Et même après la guerre, on a vécu des entreprises patriarcales. Barese pourrait l'enseigner ceci parce qu'il le voit d'un point de vue d'évaluation des banques. Après la guerre, dans les années 80, 90 jusqu'aux années 2000, on est passé aux entreprises familiales. Aujourd'hui, on parle d'entreprises d'institutions en distinguant les propriétés de management, en étant plus compétitive de manière d'entreprise, en représentant l'opinion publique, l'idée que l'entreprise est une communauté. Il n'existe pas l'entreprise et les travailleurs, l'entrepreneur, et à l'intérieur de l'entreprise, au contraire, il existe les entrepreneurs et les travailleurs. Alors, sur cet aspect, à partir de l'année dernière, au meeting, on avait souligné comme l'industrie fait de la sélection très forte, parce qu'il faut qu'on choisisse où on met des ressources. On fait une politique sélective, et cette politique a été vue par le pays comme le dérivé de 4.0 qui a déterminé des facteurs positifs, un PIB qui est majeur par exemple, mais ça nous dit que dans une économie réelle, la sélection a été assez positive, mais derrière cette idée de politique économique, et à mon avis il y a le point de chute qui pourrait changer la société. Il y a une société ouverte qui nous inclut, qui nous oblige à être cohérents et exemplaires. Il y a une société qu'on pourrait définir une société pour une industrie 4.0
qui construisent une société 5.0. Entreprise, travail, famille. Et il n'y a pas d'antithèse. Bon, écoutez, si on lit avec attention le programme du président Macron, mis à part la question des ressources dont il parle, qui sont majeures aussi à l'Italie, ils font un plan de législature. Nous, en Italie, on a un plan de bilan, donc on devrait distinguer des propositions à faire au gouvernement pour le plan des bilans. Et beaucoup de fois, on voit une confusion entre plan de législature et plan de bilan. Mais Macron, sur les 50 milliards d'euros qu'il prévoit des politiques économiques pour la France, 30 milliards concernent le travail et les entreprises. Et il déclare de manière très explicite dans son programme que l'ambition de la France, c'est de devenir le deuxième pays économique mondial, économique européen, disons, avant l'Italie. L'Angleterre est en train de poser la question des industries, surtout le nord de l'Angleterre, parce qu'il était en train d'investir comme le sud du pays. Trump est en train de parler aussi de la situation industrielle. La Chine, on n'en parle même pas. Nous, on est le deuxième pays économique de l'Europe. On donne pour acquis qu'on l'est, et les autres font de la compétition pour le devenir, mais d'un point de vue étymologique, ça devrait être une question des industriels. Mais peut-être viser sur l'industrie compétitive, parler de cette industrie de sens large, en parlant du tourisme, de la culture, des constructions, c'est un défi du pays. Alors ici, on revient à la primauté de la politique et au rôle des corps intermédiaires. Je me rappelle de la très belle phrase de Joaquin Bazoval, quand un journaliste dans une table ronde où je participais il y a quelques années, qu'est-ce que c'est la chose qui vous a frappé dans son vécu avec le pape Wojtyła? Il arrivait à distinguer les choses urgentes des choses importantes. C'est ça qu'on devrait faire dans la politique, parce que dans une phase difficile du pays, on devrait distinguer les choses urgentes des choses importantes, en retournant aux choses fondamentales. Et je cite une deuxième phrase qui m'est très chère dans le contexte de Jean Monnet, parce que ça nous rappelle un contexte européen, parce que la phrase que mes objectifs sont politiques et mes explications sont économiques, c'est ça la phrase, on devrait retourner aux explications économiques. Parce que si la politique est distraite, les corps intermédiaires des phrases de la politique doivent retourner à la politique. On devrait dire que les corps intermédiaires ne devraient pas faire de la politique, mais ils doivent faire de la politique, parce que quand il y a la question de la politique économique, il faut faire un choix, il faut prendre un choix. Comme on peut, nous, continuer sur cette idée de politique économique sélective dont on a parlé l'année dernière au meeting, pour faire un parcours inversé sur la modalité d'idée de politique économique qui est tenue par l'Europe et qui aussi est arrivée en Italie. Peut-on définir quels effets on veut réaliser sur l'économie réelle et donc quels instruments on a nécessité d'activer? Donc, quelles ressources, quel manque de bilan? On devrait donc trouver quels effets on veut trouver en partant du bilan. Donc, l'industrie 4.0 démontre qu'en individuant des éléments sélectifs, c'est l'export qui grandit. Si l'export grandit, ça veut dire qu'il y a une richesse que le pays attire en lui en vendant une sélection. Sur cet aspect, donc, il est évident que la croissance devient une précondition pour contraster les choses qui ne sont pas égales et non pas le but. Ça, c'est une question
idéologique où les parts constituent une cohérence de la pensée pour éviter que l'innovation devienne une forme de capitalisme sauvage dans laquelle il y a trop de défauts entre la pauvreté et les choses qui ne sont pas égales. La question industrielle devient un élément très essentiel. Il faut qu'on la fasse avec une méthode, la méthode de la co-responsabilité, collaborer ensemble pour la compétitivité de la société qui bien souvent vit un conflit. La société italienne, une société dans laquelle la formation continue d'être un élément essentiel, une société dans laquelle construire un développement des salaires, donc les prix des sélections, peut contribuer. Donc, on va parler du plan des jeunes. Donc, ça signifie que si on n'a pas trop de ressources, on essaye de comprendre où on veut les adresser. Si on veut les concentrer de manière exclusive, mais importante, sur quelques aspects, par exemple sur les jeunes, en construisant une opération massive selon le Confindustria, en répartant les zéros pour les premiers 3 ans, ça signifie 900 000 places de travail pour les pays, mais ça signifie aussi donner de la valeur au travail, mais ça signifie aussi inclure les jeunes, ça signifie aussi de donner un projet de vie et activer la demande, parce que si demain je sais qu'il y a la possibilité de faire du travail à temps indéterminé, indéfini, mais ça signifie aussi de rendre plus compétitives les entreprises qui assument aujourd'hui une logique à faire prix, à donner un prix à elles. Donc il faut construire ce parcours de formation. Donc en synthèse, ça signifie de faire comprendre à l'opinion publique qu'il n'y a pas de dichotomie entre entreprise et famille, parce que ces jeunes sont les filles des familles italiennes. Ça, c'est un élément essentiel, parce que si Macron, qui vient d'un pays industriel, mais pas au niveau de l'Italie, si Macron comprend que le futur de la France passe à travers la manufacture, et ça, même les autres le font, et très lentement retourner aux attentions du pays, c'est un élément substantiel de la politique italienne, dans lequel les corps intermédiaires assument une grande responsabilité des propositions, des contextualisations sur ces aspects importants. Et alors, écoutez, on a du potentiel incroyable parce que l'entreprise italienne, par rapport à une entreprise allemande, paye le coût de l'énergie de 30% de plus. Elle a un spread plus élevé, mais on est quand même deuxième. Cela nous dit que comme pays, on a beaucoup de criticité, mais ça nous dit aussi que si on travaillait à un projet de long terme pour réduire en partie les déficits, les problèmes qu'on a, on pourrait viser à être le premier pays industriel au monde. Ce n'est pas un rêve gratuit. Si on est deuxième avec ces déficits, je voudrais bien défier d'autres pays à faire comme l'on fait nous. Ça veut dire avoir une conscience qui me semble claire dans les mots de nous tous, c'est-à-dire la conscience que tout seul on peut faire beaucoup, mais tout seul on n'y arrivera pas. Ça veut dire qu'on doit être coprotagoniste et co-responsable pour demander comment sera notre pays dans quelques années. Donc construire le pays de la conscience. Et il faut raisonner avec des termes pluriels. Il y a une sorte de leadership collective. Dans ces pays, il manque une prise de conscience de leadership collective. Il faut qu'on le fasse des citoyens européens avec une nationalité italienne. En Europe qui nous a éduqués à la tolérance, à la cohabitation des civilités différentes, qui a mis ensemble l'économie des dimensions sociales. Une Europe dans laquelle la croissance devient un élément très important, dans laquelle on doit donner à nos fils une société meilleure, que ça ne signifie pas alors faire conquérir ce que les pères ont conquis, mais leur faire défendre une liberté qu'ils doivent conquérir, et c'est un défi européen. C'est une erreur de la France quand elle défend des questions
différentes. Ça, c'est un défi qu'on aurait imaginé de manière différente. Parce que si on imagine comme un défi qui c'est en dehors de l'Europe et donc en ne faisant pas comme la Chine et les États-Unis et en continuant à aller contre l'harmonie de la construction des infrastructures des champions européens, bien évidemment, on est en train de se tromper de ligne politique. Et en ça, l'Italie peut bien jouer un grand match. Premièrement, parce qu'il est un grand pays industriel. Deuxièmement, parce qu'il a une vision de l'Europe moins myope d'autres gouvernements. Troisièmement, parce qu'après Brexit, nous, avec les Français et les Allemands, on peut jouer un match comme coprotagoniste. Et le rôle des corps intermédiaires devient fondamental. C'est évident que quand on parle de la question jeune, on ne parle pas de la question de la communauté. On parle de l'égalité de la communauté. Et si on découvrait que les ressources ne sont pas d'autres, on devrait s'interroger que les questions concernent l'interporalité. Ensemble, on pourrait faire une opération qui, dans le temps, pourrait devenir un pays différent. On pourrait construire un pays différent, qui ne sont pas un aspect marginal de la société. C'est l'aspect essentiel de la société. Ils nous l'enseignent les pères fondateurs de l'Europe et sur ça, on devrait construire en rêvant une idée de société différente. Je veux conclure avec une phrase en disant qu'il y a des personnes qui voient des choses et elles se demandent pourquoi, et il y a des personnes qui rêvent une chose et ils se disent pourquoi pas. Je vous souhaite de rencontrer dans votre vie associative et personnelle, les personnes de la deuxième catégorie, c'est-à-dire les personnes qui rêvent des choses et se disent pourquoi pas. Parce que les premières personnes qui disent des choses et se demandent pourquoi, ils me font un peu l'impression. Merci beaucoup. Il tempo purtroppo non ci permette un secondo giro di domande. Le temps ne nous permet pas de gérer un débat comme on l'avait prévu. Certes, les sujets sont majeurs. Nous avons commencé avec l'Europe, nous avons terminé avec l'Europe. Et voilà, une compétitivité doit être garantie. Le pacte générationnel est important, le renforcement de la famille l'est aussi. Voilà. Nous avons parlé d'un développement inclusif. Les couches de la population les plus défavorisées, la centralité de la formation dans de nouvelles formes, comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Nous avons parlé du profit, non pas comme un objectif, mais comme un instrument. Le travail qui met au centre la personne, ce qui n'est pas évident. Nous avons entendu parler d'un leadership collectif qui prévoit que chacun doit prendre ses propres responsabilités. Alors voilà, je pense que nous sommes venus ici, nous avons vu les petits enfants là jouant dans l'eau avec leurs petits bateaux. Moi, je pense que si nous travaillons correctement sur ces thèmes, si nous travaillons à fond sur ces thèmes, en pensant à leur avenir, à leur destin, voilà, je pense que nous aurons été responsables envers eux, parce que si leur destin c'est bon, alors aussi le destin à nous sera bien. Voilà, je pense qu'on a entendu pas mal d'idées, beaucoup de bonnes choses. Et je pense qu'avec tout le reste que nous avons entendu ces jours-ci au meeting, cela nous accompagnera encore longtemps. Je remercie les intervenants et je vous souhaite une bonne soirée.